La loi du plafonnement. La capacité de leadership détermine un niveau d'efficacité de la personne. J'ouvre souvent mes conférences de leadership en expliquant la loi du plafonnement car elle aide les gens à comprendre la valeur du leadership. Si vous vous penchez sur cette loi, vous verrez l'impact incroyable du leadership sur tous les aspects de la vie. La capacité du leadership est le plafond qui détermine le niveau d'efficacité d'une personne. Plus la capacité d'un individu à mener est faible, plus le plafond de son potentiel est bas. Plus le leadership est élevé, plus l'efficacité est grande. Pour vous donner un exemple, si votre leadership est évalué à 8, alors votre efficacité ne pourra jamais être supérieure à 7. Si votre leadership n'est qu'un 4, alors votre efficacité ne pourra jamais être supérieure à 5. Efficacité ne sera pas supérieure à un 3. Votre capacité de leadership, pour le meilleur ou pour le pire, détermine toujours votre efficacité et l'impact potentiel de votre organisation. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui illustre la loi du plafonnement. En 1930, deux jeunes frères nommés Dick et Maurice déménagent du New Hampshire en Californie à la recherche du rêve américain. Ils venaient de quitter le lycée et ils ne voyaient pas d'opportunité s'offrir à eux dans leur région. Alors ils se sont dirigés tout droit vers Hollywood où ils ont finalement décroché des postes sur un plateau de studio de cinéma. Après un certain temps, leur esprit d'entreprise et leur intérêt pour l'industrie du divertissement les a incités à ouvrir un théâtre à Glendale, une ville à environ 10 km au nord-est d'Hollywood. Mais malgré tous leurs efforts, les frères ne pouvaient tout simplement pas rentabiliser l'entreprise. Au cours des 4 années où ils ont dirigé le théâtre, ils n'ont pas été en mesure de générer suffisamment d'argent pour payer le loyer de $100 par mois à leurs propriétaires. Cependant, le désir de succès des frères était tellement fort, alors ils ont continué à chercher de meilleures opportunités d'affaires. En 1937, ils ont finalement tenté quelque chose qui a fonctionné. Ils ont ouvert un petit restaurant Drive à Pasadena, situé juste à l'est de Glendale. Les habitants dans le sud de la Californie étaient devenus très dépendantes de leur voiture, et la culture changeait pour accueillir cela, y compris ces entreprises. Les restaurants Drive ont été un phénomène qui a surgi au début des années 30 et ils devenaient très populaires. Plutôt que d'être invités dans une salle pour manger, les clients se rendaient dans un stationnement autour d'un petit restaurant, passaient leurs commandes et recevaient leur nourriture sur des plateaux à droite dans leur voiture. La nourriture était servie sur des assiettes en porcelaine, avec verrerie et ustensiles métalliques. C'était l'idée novatrice dans une société qui devenait de plus en plus rapide et mobile. Le petit restaurant Drive de Dick et Maurice a été un grand succès et en 1940, ils ont décidé de déplacer leur affaire à San Bernardino, une ville ouvrière en plein développement 80 km à l'est de Los Angeles. Ils ont construit une plus grande installation et élargi leur menu à partir de hot dogs, frites et milkshakes pour inclure des sandwichs au bœuf et au porc grillé, hamburgers et d'autres produits. Leur entreprise a explosé. Les ventes annuelles ont atteint $200 000 et les frères se sont retrouvés à partager $50 000 en profit chaque année, une somme qui les a placés dans l'élite financière de la ville. En 1948, leur intuition leur dit que les temps changeraient. Ils ont donc apporté des modifications à leur entreprise de restauration. Ils ont éliminé les serveurs et ont commencé à servir uniquement les clients sans rendez-vous. Ils ont aussi tout rationalisé. Ils ont réduit leur menu et se sont concentrés sur la vente de hamburgers. Ils ont éliminé les assiettes, la verrerie et les ustensiles métalliques, passant plutôt aux produits en papier. Ils ont réduit leurs coûts et les prix facturés aux clients. Ils ont également créé ce qu'ils ont appelé le système de service rapide. Leur cuisine est devenue comme une chaîne de montage, où chaque personne se concentrait sur le service avec vitesse. Leur objectif était de remplir la commande de chaque client en 30 secondes ou moins. Et ils ont réussi. Au milieu des années 1950, les revenus annuels atteignaient $350 000. Et d'ici là, Dick et Maurice partageaient des bénéfices nets d'environ $100 000 par année. Qui était un de ses frères? À l'époque, vous auriez pu le découvrir en conduisant près de leur petit restaurant au coin de la 14e Street à San Bernardino. Sur le devant du petit bâtiment octogonal, accroché un panneau au néon qui dit simplement « MC Donald's Hamburgers ». Dick et Maurice McDonald avaient touché le grand jackpot américain. Et le reste, comme on dit, est l'histoire, non? Erreur.
Les McDonald's ne sont jamais allés plus loin parce que leur faible leadership a plafonné leur capacité à réussir. L'histoire derrière l'histoire. Il est vrai que les frères McDonald étaient financièrement en sécurité. Leur entreprise de restauration était l'une des plus rentables dans le pays et ils avaient l'impression qu'ils avaient du mal à dépenser tout l'argent qu'ils avaient généré. Leur génie était dans le service à la clientèle et l'organisation des cuisines. Ce talent a conduit à la création d'un nouveau système de service de nourriture et de boissons. En fait, leur talent était si universellement connu dans les cercles de services alimentaires que les gens ont commencé à les écrire et leur rendre visite de partout dans le pays pour en apprendre davantage sur leur méthode. À un moment donné, ils recevaient jusqu'à 300 appels et lettres chaque mois. Cela les a conduits à l'idée de commercialiser le concept de McDonald's. L'idée de franchiser les restaurants n'était pas nouvelle. Elle existait depuis plusieurs décennies. Pour les frères McDonald, cela ressemblait à un moyen de faire de l'argent sans avoir à ouvrir eux-mêmes un autre restaurant. En 1952, ils ont commencé, mais leur effort a été un échec lamentable. La raison était simple. Ils n'avaient pas le leadership nécessaire pour le rendre efficace. Dick et Maurice étaient de bons restaurateurs. Ils ont compris comment gérer une entreprise, rendre leurs systèmes efficaces, réduire les coûts et augmenter leurs profits. Il s'agissait de gestionnaires efficaces. Mais ce n'étaient pas des leaders, leur modèle de pensée plafonnant ce qu'ils pouvaient devenir. Au plus fort de leur succès, Dick et Maurice se heurtèrent de plein fouet à la loi du plafonnement. En 1954, les frères s'associent à un leader nommé Ray Kroc. Kroc dirigeait une petite entreprise qu'il avait fondée qui vendait des machines pour fabriquer des milkshakes. Il connaissait McDonald's. Leur restaurant était l'un de ses meilleurs clients. Et dès qu'il a visité le restaurant, il a eu une vision de son potentiel. Dans son esprit, il pouvait l'imaginer à l'échelle nationale dans des centaines de marchés. Il a rapidement conclu un accord avec Dick et Maurice et en 1955, il a formé McDonald's System Incorporated, plus tard appelé la McDonald's Corporation. Kroc a immédiatement acheté les droits d'une franchise afin qu'il puisse l'utiliser comme un modèle et un prototype pour vendre d'autres franchises. Puis il a commencé à former une équipe et à bâtir une organisation pour faire de McDonald's une entité nationale. Il a recruté et embauché les personnes les plus pointues qu'il pouvait trouver, et comme son équipe a grandi en taille et en capacité, son personnel forma des recrues supplémentaires avec des compétences de leadership. Dans les premières années, Kroc a fait de nombreux sacrifices, bien qu'il était dans sa cinquantaine. Il a travaillé de longues heures comme dans ses débuts, quand il a commencé dans les affaires 30 ans plus tôt. Il a éliminé beaucoup de choses superflues chez lui, y compris son adhésion au country club, qui, dit-il plus tard, a ajouté 10 coups à son jeu au golf. Au cours de ses 8 premières années chez McDonald's, il n'a pas pris de salaire. Non seulement cela, mais il a personnellement emprunté de l'argent à la banque en contrepartie de son assurance vie pour aider à couvrir les salaires de quelques dirigeants clés qu'il voulait maintenir dans son équipe. Son sacrifice et son leadership ont porté leurs fruits. En 1961, pour la somme de 2,7 millions de dollars, Kroc acheta les droits exclusifs de McDonald's aux frères et il en fait une institution américaine et une entité mondiale. Le plafond dans la vie et le leadership de Ray Kroc était évidemment beaucoup plus élevé que celui de ses prédécesseurs. Dans les années où Dick et Maurice McDonald avaient tenté de franchiser leur système de restauration, ils ont réussi à vendre le concept à seulement 15 acheteurs, dont seulement 10 ont effectivement ouvert des restaurants. Et même dans cette petite entreprise, leur leadership et leur vision limitée étaient des obstacles. Par exemple, lorsque leur premier franchisé, Neil Fox de Phoenix, a dit aux frères qu'il voulait appeler son restaurant McDonald's, la réponse de Dick a été « Pourquoi faire ?» McDonald's ne veut rien dire à Phoenix. Par contre, le niveau de plafonnement de leadership dans la vie de Ray Kroc était très élevé. Entre 1955 et 1959, Kroc réussit à ouvrir 100 restaurants. 4 ans plus tard, il y avait 500 McDonald's. Aujourd'hui, l'entreprise a ouvert plus de 31 000 restaurants dans pas moins de 119 pays. La capacité de leadership, ou plus particulièrement le manque de capacité de leadership, a plafonné l'efficacité des frères McDonald. La réussite sans leadership. Plus vous voulez monter haut, plus vous avez besoin de leadership. Plus l'impact que vous voulez créer
Et grand plus votre influence doit être grande. Je crois que le succès est à la portée de tout le monde. Mais je crois aussi que le succès personnel sans capacité de leadership n'apporte qu'une efficacité limitée. L'impact d'une personne n'est qu'une fraction de ce qu'elle serait avec un bon leadership. Plus vous voulez évoluer, plus vous avez besoin de leadership. Plus vous voulez avoir de l'impact, plus votre influence doit être grande. Tout ce que vous accomplirez est limité par votre capacité à être un meneur d'hommes. Laissez-moi vous dresser un tableau de ce que je veux dire. Disons que concernant la réussite, vous êtes un 8 sur une échelle de 1 à 10. C'est plutôt bien. Je pense qu'il serait raisonnable de dire que les frères McDonald étaient dans cette gamme. Mais disons plutôt que votre capacité de leadership n'est qu'un 1. Votre niveau d'efficacité ressemblerait à ceci. Pour augmenter votre niveau d'efficacité, vous avez plusieurs choix. Vous pourriez travailler très dur pour accroître votre dévouement au succès et à l'excellence, pour travailler à devenir un 10. Il est possible que vous pourriez atteindre ce niveau, bien que la loi des marges décroissantes dit que l'effort qu'il faudrait pour augmenter ces 2 derniers points pourrait prendre plus d'énergie qu'il ne faut pour atteindre les 8 premiers. Si vous vous êtes vraiment surpassé, vous pourriez augmenter votre succès de 25%. Mais vous avez une autre option. Disons qu'au lieu de cela, vous travaillez dur pour augmenter votre niveau de leadership. Au fil du temps, vous vous développez en tant que leader et finalement, votre capacité de leadership devient, disons, un 7. Visuellement, les résultats ressembleraient à ceci. En augmentant votre capacité de leadership, sans augmenter votre dévouement au succès, vous pouvez augmenter votre efficacité d'origine de 600%. Si vous devez porter votre leadership à 8, où cela correspondrait à votre dévouement de succès, vous augmenteriez votre efficacité de 700%. Le leadership a un effet multiplicateur. J'ai vu son impact encore et encore dans toutes sortes d'entreprises et d'organisations à but non lucratif. Et c'est pourquoi j'enseigne le leadership depuis plus de 20 ans. Pour changer la direction de l'organisation, changer de leader. La capacité de leadership est toujours le plafond. Si le leadership est fort, le plafond est élevé. À l'inverse, alors l'organisation est limitée. C'est pourquoi en cas de problème, les organisations recherchent naturellement un nouveau leadership. Lorsque le pays traverse des moments difficiles, il élit un nouveau président. Quand une société perd de l'argent, elle embauche un nouveau PDG. Quand une église patauge, elle cherche un nouveau pasteur. Quand une équipe sportive continue de perdre, elle cherche un nouvel entraîneur. La relation entre le leadership et l'efficacité est évidente dans le sport. Par exemple, si vous regardez les organisations sportives professionnelles, le talent de l'équipe est rarement le problème. Presque toutes les équipes ont des joueurs très talentueux. Le leadership fourni par l'entraîneur et plusieurs joueurs clés font la différence. Pour faire renaître l'efficacité de l'équipe, ressuscitez le leadership de l'entraîneur. C'est la loi du plafond. Où que vous regardiez, vous pouvez trouver des gens intelligents, talentueux et prospères qui ne sont en mesure d'aller jusqu'au bout de leur plein potentiel en raison des limites de leur leadership. Par exemple, quand Apple a commencé à la fin des années 1970, Steve Wozniak était le cerveau derrière l'ordinateur Apple. Son plafond de leadership était faible, mais ce n'était pas le cas pour son partenaire, Steve Jobs. Son plafond était si haut qu'il a construit une organisation de classe mondiale et lui a donné une valeur à 9 chiffres. C'est l'impact de la loi du plafonnement. Il y a quelques années, j'ai rencontré Don Stephenson, président de Global Hospitality Resource de San Diego, en Californie, une société internationale de conseil et de conseil en hospitalité. Pendant le déjeuner, je lui ai posé des questions sur son organisation. Aujourd'hui, il fait principalement du conseil, mais à l'époque, son entreprise a repris la gestion d'hôtels et de stations balnéaires qui connaissaient des problèmes financiers. Ils ont supervisé de nombreuses excellentes installations telles que la Costa dans le sud de la Californie. Don a dit que chaque fois qu'il venait dans une organisation pour la prendre en main, ils ont toujours commencé par faire 2 choses. Premièrement, ils ont formé tout le personnel pour améliorer leur niveau de service aux clients. Et deuxièmement, ils ont viré le leader. Quand il m'a dit ça, j'ai d'abord été surpris. « Vous le virez toujours ?» J'ai demandé. « Chaque fois ?» « C'est vrai. À chaque fois, a-t-il dit. « Ne parlez-vous pas à la personne d'abord pour vérifier, pour voir si c'est un bon leader ?» J'ai dit. « Non, répondit-il.
S'il avait été un bon leader, l'organisation ne serait pas dans le pétrin dans lequel elle se trouve. Et je me suis dit, bien sûr, c'est la loi du plafonnement. Pour atteindre le plus haut niveau d'efficacité, vous devez hausser le plafond, d'une manière ou d'une autre. La bonne nouvelle, c'est que se débarrasser du leader n'est pas le seul moyen. Tout comme j'enseigne dans mes conférences qu'il y a un plafond, j'enseigne aussi que vous pouvez l'élever, mais c'est le sujet d'une autre loi du leadership.